Au commencement de Lego, 3 principes fondamentaux existaient. Numéro 1, pas de violence, ni d'univers sombre. Numéro 2, pas de militaire, ni d'armée moderne. Numéro 3, pas de briques vertes, car elles rappelleraient le camouflage militaire. Ces 3 règles avaient été imposées par Holger Christensen, le fondateur de Lego. Puis vint les années 90. Aujourd'hui, nous allons aborder l'âge noir de Lego. Une période qui s'étend du milieu des années 90 à milieu 2000, où la firme danoise a bien failli disparaître. Vous vous apprêtez à regarder 4 mois de travail, retraçant toute cette histoire au travers des gammes marquantes de ces périodes, en bien comme en mal. Afin que ce ne soit pas juste une compilation d'épisodes, j'ai amélioré l'esthétique pour faire en sorte que le visionnage soit plus homogène. J'ai aussi retourné quelques scènes pour que le tout reste cohérent, ainsi qu'ajouter quelques éléments que j'avais manqués à l'époque. Alors bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une brique dans l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de la mort de Lego. Got spurs that jingle, I got spurs. Nous sommes au début des années 90. Lego se porte bien, et même très bien. Les gammes comme System, Technics et Pirate se vendent bien. Le groupe est divisé en 2 sièges. Billund, au Danemark, pour l'Europe, et Enfield, dans le Connecticut, aux États-Unis, depuis 1975 pour le marché nord-américain. Ils ont bougé à Boston en fait en fin 2023. Les États-Unis sont un marché colossal, pour vous dire, ils représentent 40% des ventes de Lego Group à l'époque. Et vient le premier problème. Le marché états-unien est... comment dire ça ? Ouais, voilà quoi. À partir de là, les premières tensions vont arriver au sein du groupe. Les États-Unis, eux, veulent des licences américaines pleines d'actions, de gentils et de méchants, d'espions et d'armes. Là où l'Europe reste sur la philosophie originelle du groupe, les briques servent à construire et non à détruire. Mais malgré quelques petits désaccords, tout va bien. Et puis vient le bilan de l'année 93. C'est un choc, les ventes stagnent. La démocratisation du jeu vidéo prend de court les jouets traditionnels et les firmes paniquent, notamment Lego. Lego est désespéré, et il se laisse influencer par les idées du siège américain. Ils vont commencer à investir des sommes astronomiques dans la recherche et développement de produits en tout genre, comme des gammes bizarres, ou encore des jeux vidéo. Résultat ? Ça ne fera qu'empirer les choses. Lego s'engouffre dans le début des dettes. Un nouveau plan de crise est déployé, on mise tout sur le marché américain. On revoit les anciennes gammes, et on les rend plus sombres. Et pour les nouvelles, on fait des gammes remplies de gentils et de méchants, d'armes à feu, d'action, et d'histoires sombres, tout en restant cartoonesque tout de même. À ce moment-là, à Billund, le conseil d'administration est divisé. Entre ceux qui veulent donner carte blanche au marché américain et leur idée de l'amusement, et ceux qui souhaitent rester dans la tradition pacifiste de Lego. Finalement, le CEO de Lego, Holger Christensen, le petit-fils de Hall, choisit la méthode américaine et leur donne feu vert pour les nouvelles gammes. À ce moment-là, beaucoup de cadres de l'entreprise de la première heure démissionnent. Ce n'est plus Lego à leurs yeux. Le moteur créatif du projet Wild West, c'est lui, Mike Psiaki. Il est designer chez Lego, et c'est lui qui proposera l'idée du thème à la firme. Le fonctionnement de Lego à l'époque, il est plutôt simple. Un designer a une idée, une équipe se forme autour, et Lego valide oui ou non le projet. Mike verra la gamme Wild West comme un grand film. Très inspiré des vieilles affiches de western, le ton est donc donné. On a nos gentils, nos méchants, et beaucoup d'action. Seul bémol ? La majorité des pièces pour illustrer tout ça, elles n'existent pas. Des revolvers chez Lego, c'est du jamais vu. Et donc, pas mal de moules vont devoir être fabriqués. On le verra plus tard, mais ce n'est qu'un début. Les premiers sets sortent en 96. Ils sont divisés en 2 catégories. La première, les cow-boys, la deuxième, les indiens. Pour les sets cow-boys, ils sont divisés en 3 sous-catégories. Les sets de l'US Army, les sets cow-boys et les sets bandits. Et voyons avec ces 2 premières boîtes comment Lego nous introduit à cette nouvelle gamme. Le premier set de la collection, c'est celui-ci. Le 67-12 Sheriff Showdown.
Ce set est certes petit, mais comporte toute la nouvelle stratégie de LEGO. Si avant ils évitaient les tensions au maximum, sauf dans les gammes pirates, ici c'est beaucoup plus clair. Aussi, les premiers moules d'armes à feu de chez LEGO font leur apparition avec le revolver ainsi que ce fusil. On y retrouve 2 figurines très récurrentes dans la gamme, le shérif, habillé de son super chapeau, ainsi qu'un bandit masqué, qui ressemble à moi à 4h du matin après avoir fini le montage de cette vidéo. Maintenant, passons à la seconde boîte de cette gamme, le 6716. Et non, je comprends toujours pas la logique des chiffres chez LEGO. Celui-ci nous présente le premier militaire de LEGO, un soldat de l'US Army. Son uniforme est assez détaillé et retranscrit fidèlement ceux de l'époque. Il est accompagné d'un convoi de matériel militaire, et très honnêtement, je trouve que ce set est génial. Le seul problème, c'est la toiture en tissu. Elle vieillit assez mal avec le temps, donc en trouver en bon état aujourd'hui, c'est vraiment pas gagné. Là, je vous ai présenté 2 petits ensembles qui, en soi, sont de très bonnes vitrines pour les nouvelles gammes. En effet, la nouvelle stratégie de LEGO est de créer un tas de petites boîtes, comme ceci, pour toutes ces gammes. Des petits sets pas chers, appelant à l'aventure. Toute la force du nouveau slogan, Just Imagine. Maintenant, passons à de plus grosses boîtes. La première dont je vais vous parler est le 6755, Sheriff Lockup, le premier gros set des cowboys. Le set a l'air de loin muni de beaucoup de pièces, mais en réalité, il n'en est rien. Le set est composé de pièces novatrices pour l'époque, notamment ces petits murs marrons en forme de bûche. En réalité, ça permettait de faire moins de dépenses et proposer des sets moins chers pour attirer plus de monde. Les fonctionnalités sont assez minimes. Une trappe sous le bureau du shérif avec de l'argent, et la prison qui peut exploser à coups de dynamite, ainsi qu'un superbe avis de recherche. Il contient 4 figurines, le shérif, son adjoint, jeune et intrépide, et les 2 criminels les plus recherchés de l'Ouest, Flatfoot Thompson et Dewey Cheatham. Le prochain set, c'est le 6765, et honnêtement, c'est mon préféré. Pour compléter la ville typique du Far West, Lego Raido, quoi de mieux qu'une banque et un General Store? Voici Gold City Junction. Ce set est monumental. Figurines inédites, détails poussés et des tonnes d'aventures possibles. On a une diligence pleine de billets de sang, armée jusqu'aux dents, et on peut carrément faire sauter la banque. Le General Store, quant à lui, a un superbe écriteau sur le toit. Il est composé des mêmes pièces que le bureau de shérif, et d'ailleurs, on peut même y retrouver l'avis de recherche. Côté minifig, on retrouve notre bandit du premier set, notre shérif préféré, un soldat en poste, mais aussi 2 exclusivités, le banquier et le cocher de la diligence. Ce que j'adore avec ce set, c'est qu'il complète réellement la ville, et aussi qu'il est vivant. On a de nombreux personnages, des accessoires variés, et plein de petits détails qui permettent d'imaginer moultes aventures. Et maintenant, on va passer à celui que vous attendiez tous. Enfin, je crois. Le fort Lego Raido. Il en jette à première vue, et vous vous dites sûrement, Mazette, il doit posséder 30 millions de pièces. Eh bien, détrompez-vous, car si en effet l'extérieur semble remarquable, quand on se rapproche un peu plus près des détails, Et on se rend vite compte que l'ensemble est plutôt... rachitique. Here I come. Je veux dire que je suis même pas un break fan. reprenons. En effet, le fort est principalement composé de ces fantastiques panneaux que nous avons déjà vus pour les bâtiments plus conventionnels, ce qui donne un air assez creux à la construction malheureusement. Néanmoins, ça ne lui retire aucunement le plaisir de jeu et l'esthétique léchée. Mention spéciale au quartier général au fond du camp, le fait qu'il soit isolé renforce l'aspect militaire du camp. Le fort est construit de manière à ce que nous puissions accéder à absolument toutes les pièces de celui-ci. Habile, Achille. Au niveau des fonctionnalités, on y retrouve des portes et des cellules aussi. Ainsi qu'une trappe dans le quartier général qui donne tout droit sur une des cellules. Ensuite, on a aussi une diligence de matériel militaire, très semblable à ce que nous avions déjà eu dans le 6716, mais cette fois-ci sans la bâche en tissu. Au total, en 96, 6 sets seront commercialisés. On en a déjà couvert une bonne partie, et honnêtement, ça s'est pas bien vendu. Mais au moins, cette gamme aura su trouver un public. Nous voilà donc en 1997. LEGO décide de réitérer l'expérience Wild West avec une seconde vague, cette fois-ci concentrée sur les grands absents de la première, les Amérindiens. Et on commence sans plus tarder avec le 67-18. Celui-ci est simpliste, mais diablement efficace. Il est composé d'un décor représentant la nature, et d'ailleurs voici la première apparition de cette souche d'arbre, pour y cacher une figurine. Il y a aussi un totem, un cheval qui est tout bonnement magnifique, et 2 indiens, là aussi, très réussis. Ce set est simple et représente la majorité des sets indiens.
que ce soit les plus petits ou les plus gros. Des sets simples, représentant des figurines qui vivent leur vie, les dernières traces du Lego Pacific que nous connaissions. Bon, ok, juste faites abstraction des arcs et des flèches, et on sera bon. Et c'est pour ça que je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Les sets amérindiens se composent tout le temps de la même manière, et ce serait pas très utile de vous les énumérer. Mais si vous voulez voir ces sets de plus près, je vous recommande la chaîne de TrickBricks. En 97, cette seconde vague nous proposera 11 sets, mais malheureusement, celle-ci intéressera peu de monde. Et la troisième vague est annulée. En 2002, au pire de la crise de Lego, certains sets Wild West seront réédités sous le nom de Western pour capitaliser sur les stocks restants. Mais ça ne prendra pas, et Lego abandonnera définitivement cette gamme après de nombreuses plaintes vis-à-vis de celle-ci. Cette gamme est un vrai cas d'école. Ça se voit que personne ne savait quoi en faire. Il suffit juste de regarder les 2 vagues qu'ils ont jamais sorties sur ce thème. La première, elle misait tout sur l'action, et la deuxième, elle misait sur la vie paisible des Amérindiens. Mais le problème, c'est surtout son thème, celui de la conquête de l'Ouest. Et d'autant plus dans les années 90. Et là, vous allez sûrement me demander pourquoi dans les années 90 c'est plus compliqué d'en parler. Eh bien, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous parler du New Western History. Le mouvement du New Western History trouve ses marques dans les années 70, par l'impulsion de Patricia Nelson Limerick, Richard White, William Cronon et Donald Worster. Ils avaient pour but de dévoiler un autre visage de la conquête de l'Ouest. Le cow-boy n'était plus un héros, l'armée américaine n'était plus glorieuse face aux Indiens, mais complices de massacres. C'est toute une remise en question de l'histoire américaine fantasmée, mais c'est réellement entré dans le domaine public et dans les écoles dans les années 90. On atteste certaines œuvres, comme Danse avec les loups ou Dr. Quinn, femme médecin. Tandis qu'à l'école on expliquait aux enfants les violences subies par les Amérindiens, Lego sortait des sets où les cow-boys et les Indiens rejouaient le western classique. Forcément, le décalage était énorme. Et le reste? Attention, les Indiens arrivent! Visage pas. Cette gamme n'est pas non plus une catastrophe. Elle est juste sortie au mauvais endroit, au mauvais moment. Néanmoins, c'est bien cette gamme qui aura divisé Lego. En franchissant les 3 règles de Hall, il est clair qu'elle a commencé à creuser la tombe de Lego. Et pourtant, ce n'est pas celle-ci qui va enterrer la firme danoise. Et si vous pensez que Lego est déjà au fond du trou, dites-vous que nous venons à peine de commencer. Toujours dans les années 90, Lego décide de réinventer la brique et cherche une nouvelle manière de vendre du Lego. Des idées sont proposées, et 2 d'entre elles vont retenir l'attention du groupe, Scala et un certain projet Nemesis. La gamme Scala existait déjà, et c'est vieux, très vieux. Pour vous dire, la première vague date de 1979. Mais Lego, pour éviter de faire des dépenses inutiles en déposant un nouveau brevet, décide de la reprendre. Et puis en vrai ça les arrangeait bien, parce que c'était déjà une gamme qui s'adressait au public féminin. Dans les années 90, ce qui fonctionne le mieux en guise de jouets, en dehors de Pokémon, c'est Action Man et Barbie. Vous voyez où je veux en venir? Lego va gentiment reproduire tout ce qui peut potentiellement marcher. Et donc en 98, Lego sort ça. Dad, can I have a birthday party? No, Lisa. Lego Scala! Oh, it's unfair. What are you doing, darling? Oh, a little surprise for Lisa. Plagiat? Oui, totalement. Et encore, je vous épargne la gamme Belleville, parce que sinon on n'a pas fini. Et vous voulez savoir la meilleure? Ils ont perdu des millions de dollars car la confection des pièces était ultra chère. Tandis que Scala échoue à séduire le public féminin, de l'autre côté de Lego, le projet Nemesis prend une tournure bien plus ambitieuse. Le projet Nemesis continue son développement, et on prévoit une série où Lego serait coproducteur avec d'autres compagnies de jouets. Et en plus de ça, ils auraient l'exclusivité des jouets de la série. Au même moment, un jeune designer nommé Chris Faber fait financer son projet du nom complexe et étrange de Biological Chronicle, très similaire au projet Nemesis sur le concept. Mais vu la situation financière du groupe, ils ne lui donneront qu'un tout petit budget pour le développement. Chris et son équipe iront donc travailler en parallèle du projet Nemesis dans leur coin. Mais on en reparlera plus tard. Une chose est sûre avec le projet Nemesis, Lego n'ont pas intérêt à se planter. Sinon, ils signent leur arrêt de mort. Ils font tout pour s'assurer du succès du projet. En clair, ils investissent des millions dans la recherche et développement.
Sur le côté, ils sortent d'autres gammes, qui fonctionnent malgré tout, comme la gamme Adventurers, qui est exceptionnelle, mais nous en reparlerons une prochaine fois, ainsi que leur premier partenariat avec une licence, et je parle bien évidemment de... The rebels need your help. Build us more ships. Lego and Star Wars join forces for the first time. Et vous connaissez la suite. Au fait, Nemesis a fini par s'appeler Galidor, et maintenant, Lego peut s'atteler à la communication. Et pour cela, ils emploieront la méthode Musclor. Et là, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que la méthode Musclor ? Et ben vous allez voir, c'est pas très compliqué. Mattel, énorme entreprise de jouets, aussi connue pour Barbie, sortent les figurines Musclor en 1981. Et ça se vend pas. À cause d'histoires de réglementation des pubs à la télévision américaine, Mattel ne peut pas bombarder les enfants de pubs toute la journée pour essayer de mieux vendre ses jouets. Donc, leur vient une idée. Et si la pub était un long format ? Une série avec des horaires télévisés, clairs et définis, afin que les enfants se réunissent volontairement pour assister à une pub géante. Ils commandent une saison complète de Musclor et les Maîtres de l'Univers au studio d'animation Filmation. La série sort en 1983, et là, c'est le carton, faisant de celle-ci l'une des licences de jouets les plus lucratives de tous les temps. Et Lego veut faire ça. Et en soi, ça se comprend, ça a fonctionné pour un tas d'autres entreprises de jouets, et même encore aujourd'hui. Cependant, il y a un hic. Lego veut faire ça, sauf que là, on parle pas d'une série d'animation. On parle d'une série live-action avec des vrais acteurs, des vrais costumes, de vrais plateaux, avec des effets 3D CGI, façon Spy Kid. Oui, et pour ceux qui se demandent ça, là, c'est tout aussi moche pour vous maintenant que nous à l'époque. Voilà. Le show sera diffusé sur ABC Family et Fox Kids. Et si vous pensez que nous avions été exemptés en France, eh bien non. M6 et Jetix l'ont diffusé au même moment, durant sa sortie, et en 2004. La première saison contiendra 26 épisodes, avec une pause d'une semaine entre la diffusion de la première partie et la seconde partie de la série. Tout ça pour un total de 16 millions de dollars. Cela dit, ils n'étaient pas les seuls investisseurs, il y a notamment Disney dans le coup. Oui, Disney. Et c'est surtout les jouets sur lesquels ils ont investi. Mais par contre, pour les bandes dessinées et les jeux vidéo, c'est Lego qui a aussi investi de sa poche. Le poste de réalisateur sera donné à Thomas Lynch, qui avait déjà travaillé sur d'autres séries jeunesse auparavant. Et le premier pitch qu'il avait proposé à Lego les avait confortés sur le fait que la série serait un carton. La série est entre de bonnes mains. Toute cette concrétisation, comme trouver le nom de la série, quelle stratégie aborder pour remonter l'entreprise, l'embauche de Thomas Lynch et le premier pitch, se sont déroulés en 1999. Maintenant, place au tournage. 3, Attention 2, 1, top 2000. Bonne année à tout le monde. L'an 2000 est passé et le tournage se déroulera à Montréal. Mais pourquoi Montréal ? 1 dollar américain, c'est environ 1,57 $ canadiens en 2000. Vous me direz que c'est pas grand chose, et pourtant quand on parle de millions, ça pèse dans la balance. Par exemple pour Galidor, c'est un investissement de 25 millions de dollars canadiens pour seulement 16 millions de dollars américains, soit quasi 10 millions de dollars de plus dans le budget. Le tournage débute officiellement en 2001 dans les studios Ciné-Cité de Montréal. Thomas Lynch lui-même est plutôt content de travailler sur cette série. Il avait prévu 5 saisons, persuadé tout comme Lego du carton de la série. Il y a juste un petit problème avec les réalisateurs trop ambitieux. Ils sont gourmands en finances. Car en effet, les producteurs, dont Lego, voulaient une série qui donne envie mais cheap. Parce que le tournage devait principalement se faire en fond vert avec des effets CGI. Et certains personnages devaient être même des marionnettes. Et tout ça dans les années 2000, ça coûte beaucoup d'argent. Ce qui donne un aspect bizarre à la série. En gros, on arrive à discerner ce qui a du budget de ce qui n'en a pas. En parlant de celle-ci, il est temps que je vous dise de quoi ça parle. Galidor nous parle de Nicolas Bluetooth. Et on a à peine commencé. Et de son ami Allegra Zane qui se font transporter dans Galidor, un monde par-delà les dimensions, qui est menacé par le démoniaque Gorm. Un repos du nom de Jens les a amenés sur Galidor avec une navette transdimensionnelle. Une fois sur Galidor, Nick découvre qu'il possède le pouvoir du Glitch. Il peut modifier ses membres pour copier ceux de quiconque qu'il rencontre, acquérant ainsi leurs capacités spéciales, comme des griffes extensibles ou encore un saut puissant. Alors on va se le dire tout de suite, c'est pas plus invraisemblable que Code Lyoko ou tout ce
avec quoi j'ai grandi dans les années 2010, que ce soit Gormiti ou Ben 10, c'est le même truc. Et en plus, on comprend qu'avec le pouvoir du glitch, Lego a trouvé son gagne-pain. Parce que cette idée d'interchangeabilité de membres entre les personnages, en soi, oui, c'est dans l'ADN de Lego. Mais ça, on en reparlera dans la partie 7. Le rôle de Nick sera décroché par le jeune Matthew Ewald, et notre chère Allegra sera interprétée par Marie-Marguerite Sabongui. Et d'ailleurs, c'est leur visage qu'on retrouvera sur les figurines. Parfaite transition pour parler des... Alors, faut savoir que j'ai sacrifié mon cadeau d'anniversaire pour ce machin. N'hésitez pas à financer l'émission, comme mon frère. Ça me ferait plaisir. Voici le 8313 Nick Deluxe. Et si vous voulez pas me croire quand je vous dis que c'est du Lego, c'est mis en tout petit ici, là, et c'est cité à l'arrière ici. Voilà. Bref. Le set est un dérivé du 8310 Nick. La différence dans cette version, c'est que là, on a directement des ailes pour modifier les bras de Nick. Alors, c'est une figurine Lego, je le rappelle car c'est pas évident comme ça. Donc, les fonctionnalités sont celles d'une figurine Lego. On peut démembrer le corps de Nick, ou le réassembler. On peut aussi modifier ses bras pour qu'il puisse avoir des ailes à la place. Et honnêtement, c'est perturbant. Pour le coup... c'est de qualité, ça, c'est indéniable, mais le concept est pas ouf. Ils ont sorti 15 figurines en tout et pour tout sur les 17 qui étaient prévues à l'origine. Et la seule jouabilité, c'est l'interchangeabilité des figurines. Et donc si tu veux t'amuser, il en faut plusieurs des figurines. Et une figurine, c'est 10 € en 2002, ce qui équivaut à 17 € avec l'inflation aujourd'hui. Donc à l'époque, fallait lâcher 34 € pour pouvoir un tant soit peu s'amuser. Aujourd'hui, ça peut paraître ridicule, vu le prix des derniers Battle Pack, mais à l'époque, tu lâchais pas 34 € dans 2 figurines comme ça, à part à Noël ou à ton anniv. Et surtout, la différence, c'est que c'est les enfants la cible de Lego, pas nous les adultes. Et je vous assure que ça joue énormément vis-à-vis du prix. Du coup, je regarde juste les prix de sortie des plus gros ensembles, et... Ok, on oublie. Pour vous dire à quel point c'est éloigné d'un Lego, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire sur mon ordi mon avis sur les sets, que je me suis souvenu que c'était un Lego. Et d'ailleurs, petite question comme ça, vous en aviez déjà entendu parler de cette série avant que je vous la cite ? La série sera diffusée le 9 février 2002 aux États-Unis sur Fox Kids et sur M6 en France. Et toutes les critiques sont unanimes. La série est cheap, amateur, moche et bizarre. Mais après, c'est que des critiques, ils ont pas le monopole de la raison. Du coup, j'ai décidé de regarder la série. Et en effet, c'est... C'est moche, c'est ambitieux, mais cheap, donc ça fonctionne pas. Le montage est mauvais, genre vraiment mauvais. Ça devient très vite flippant avec ce côté cheap. Mais c'est assez original. Il ne me semble pas avoir vu d'autres séries comme ça à l'époque. Et étonnamment, le jeu d'acteur est plutôt bon. Pardon, c'est tout ce que j'ai trouvé de bon à dire sur cette série. Malheureusement, cette série est entre deux chaises. À qui elle s'adresse? Il y a des esthétiques vraiment intéressantes, mais dans un show pour enfants, c'est glauque, sérieux. Il y a quelque chose de malsain qui peut s'en dégager par moment. Additionnez ça aux répliques classico de chez classique, et vous êtes perdu. Et puis, on est vraiment sur de la réalisation amateur. Limite, on a l'impression que Lynch ne sait pas où mettre sa caméra. Vous vous dites sûrement, attends, mais je comprends pas, il y a Disney qui a investi dedans, pourquoi ils sont pas intervenus? Oui, en effet, Disney venait de racheter Fox Kids à l'époque, sauf qu'ils ont hérité du projet, ils sont pas instigateurs, ils n'ont pas investi dedans, et ce rachat a mis une belle pagaille dans la communication autour de Galidor, le show s'est retrouvé perdu dans la transition. Open the door to cross the threshold, to find the map, to save your friends, to find your parents, to transform your destiny, to save a world called Galador. Galador, Defenders of the Outer Dimension, coming soon to Fox Kids. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion de cette série, sachez qu'elle est disponible dans son intégralité sur YouTube. Bon, uniquement en anglais. Mais au moins, voilà. Oui, je m'adresse à toi, la compagnon du chômage. On se voit à la Réunion la semaine prochaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'un petit détail. Dans la série, il y a quelque chose de caché. Un bruit blanc à peine audible. Un code audio caché par Lego. Mais pourquoi ça ? Alors, je vais en décevoir beaucoup, mais sachez qu'en fait, ce bruit, il servait juste à interagir avec une figurine, qui avait un écran dans le dos sur lequel on pouvait jouer à des mini-jeux, qui interagissaient du coup avec la série, quand elle passait à la télévision. Aussi, elle pouvait lancer des phrases des personnages, si tu changeais leur tête.
Voilà. Je pense que c'est encore plus décevant qu'un... Je vous ai menti. La série se finit par un cliffhanger, et il n'y a pas eu de suite. Et avant de vous parler de l'impact qu'elle a eu sur le Lego, revenons sur ce qu'il y avait autour de celle-ci. BD, jeux vidéo, site internet, tout y est passé. Tout ça était censé permettre de promouvoir la série, tout en permettant aux fans d'incarner Nick dans Bleu. Il y a eu un jeu sur PS2 et Game Boy Advance, du court nom Galidor Defenders of the Outer Dimension. J'y ai pas joué, mais ça m'a tout l'air d'être un jeu de plateforme franchement basique et naze. Mais JDG aurait adoré. Va vraiment falloir que je commence à faire des collabs, moi, à force de citer tout le monde. Les produits qui restent malgré tout intéressants, les comics et le site internet. Ou devrais-je dire le comics, car c'est la seule archive qu'on ait, c'est le tout premier à avoir été publié chez DC Comics. Et honnêtement, c'est plutôt cool. C'est bien meilleur, l'univers est crédible, et là, perso, j'y crois. Et puis même, regardez les dessins. C'est vraiment dans la veine de ce qui se faisait en vogue à l'époque chez les gros éditeurs. Ce comics nous épargne en plus les 3 premiers épisodes de la série, et je trouve que c'est nettement moins brouillon que dans la série justement. Bien évidemment, la bande dessinée se devait aussi de promouvoir les jouets, ce qui veut dire qu'en plein milieu de la lecture, t'as une coupure pub. Ça ne fait que 22 pages, et encore les archives sont manquantes, donc il nous en reste que 12. Et c'est bien dommage, car on aurait préféré ça plutôt que cette série, et en plus de ça, ça aurait coûté beaucoup moins cher à Lego. Ensuite, il y a le site internet. Il a fermé en 2004, et il nous proposait une expérience toute particulière. Celui-ci était un ARG. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un ARG, c'est une manière d'immerger son audience dans l'univers proposé. En gros, permettre à son audience, par le biais de jeux de pistes généralement, d'interagir avec l'univers proposé et avoir des répercussions dans celui-ci. Dans les séries qui utilisent ce procédé, il y a le phénoménal Marble Hornet, ou encore Galidor. Et oui, mais plus dans le sens inverse, avec les jouets qui communiquent avec les jeux vidéo et la série. Ah, et d'ailleurs, ils ont même fait une collab avec McDo pour vendre du Galidor dans les Happy Meal. Vous voulez voir? C'est vraiment effroyable. Comment vous voulez qu'on regarde la série après avoir... ça, enfin c'est moche, c'est... Et du coup, ça a donné quoi, là, tout ça? La banqueroute. Pour vous dire, Lego n'a jamais connu un tel bilan de fin d'année. On parle de plus de 300 millions de dollars de dettes à la fin de cette année 2002. Et encore, on parle même pas des pertes qu'ils ont subies dans les années 90. La série Galidor est un ratage complet, sans parler des jeux vidéo qui se font matraquer à leur sortie, que ce soit par la presse ou les joueurs. Et pire que tout, les figurines ne se vendent pas. Personne n'en veut. Mais personne! Pour vous dire, 3 mois après la sortie de la série et des figurines, ils sont obligés de liquider les stocks par tous les moyens, carrément en offrant du Galidor pour 30 € d'achat dans un Lego Store. Et peu importe le modèle de la figurine, ils appliquent la politique de la terre brûlée. Galidor doit disparaître de l'histoire de Lego et ne jamais refaire surface. Le groupe est ruiné, ils n'ont plus rien. Et ils ont brûlé leur dernière chance. C'est un effondrement pour la marque. Lego s'empresse d'annuler les autres saisons, liquidation totale des stocks, aucun renouvellement de brevets, il faut tout faire disparaître. Alors certes, la série et les jeux n'ont pas fonctionné, mais les jouets, ça reste des jouets. Pourquoi ça s'est pas vendu? Et comment c'est possible de perdre autant d'argent sur 2 ou 3 gammes? Eh bien déjà le packaging. Pardon, mais le logo de Lego, on n'y prête pas réellement attention. Ça, on est d'accord. Et la figurine en elle-même, on dirait pas du Lego. On dirait juste un Ken démembré. Vous comprenez là où je veux en venir? Ce jouet n'est pas sexy. Ni pour vous, ni pour moi, ni pour vos enfants. Personne ne voudrait dépenser 15 € là-dedans. Paradoxalement, c'était censé mettre en avant les fonctionnalités majeures de cette figurine, et ça se rate. Aussi, cette perte colossale d'argent vient du fait que confectionner de nouveaux moules, ça coûte une fortune. Aussi de payer les designers afin qu'ils conçoivent les nouvelles pièces. D'autant plus pour des pièces pareilles, si vous voulez ajouter à ça de l'électronique, c'est juste une perte monstre. Et sans oublier les autres gammes comme Scala, Belleville, Jackstone, et ajoutez-y Galidor, c'est une catastrophe financière. Et bien évidemment, tout ça est aussi dû à un énorme manque de communication entre les équipes. Marketing et ingénieurs apparemment ne se parlaient quasi jamais sur l'avancement du projet et quoi que ce soit d'autre.
Galidor, c'est la tragédie de n'importe quelle entreprise qui essaierait de se sortir de la crise. Voilà, littéralement. Décision prise à la hâte, trop ambitieuse, et complètement déconnectée de son public. Et pourtant, Galidor, quoi qu'on en dise, c'est une gamme qui a tenté des choses très ingénieuses. Une figurine qui vous permet d'interagir avec une série qui passe à la télévision, ou encore avec votre PlayStation 2 quand vous jouez au jeu, c'est pas banal. Et même un site qui vous permet de jouer à un jeu de piste qui vous implique dans le monde réel, et c'est pas rien non plus. Après ce ratage, Thomas Lynch, lui, a continué sa carrière en tant que producteur. Matthew Ewald, aujourd'hui, écrit et réalise des films et séries, et quant à Marie-Marguerite, elle continue son chemin d'actrice. Et elle est fière de ce qu'a été Galidor, considérant que cette série est comme son héritage. Et ses enfants joueraient apparemment avec les figurines Lego qui avaient ruiné l'entreprise, et indirectement, ils font partie des briques de l'histoire. Et pour ce qu'il en est du géant danois, il semblerait que Galidor ne l'ait rendu que colosse aux pieds d'argile. Il n'y a aucune chance que Lego se relève d'une telle catastrophe. Et pourtant, on dirait bien que les étoiles se sont alignées pour ce géant à la jambe cassée. Je profite de cette interlude pour faire passer un petit message. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un like et partagez, ça soutient l'émission. Et dites-moi si d'ailleurs vous avez eu ces gammes ou si vous avez grandi avec quand vous étiez petit. Sur ce, reprenons. 1998. Lego est noyé dans les dettes et frôle de justesse la faillite. Il se retrouve à licencier 1000 employés, bref, c'est la catastrophe à tous les étages. Et juste 2 secondes, comment on en est arrivé là déjà ? Ah oui, quand même. Pokémon, c'est pas que des peluches, c'est une licence. C'est un univers qui se répand en jeux vidéo, en jeux de cartes, et surtout en séries. En gros, c'est la méthode Musclor, repris par les japonais. Et ils plaisantent zéro. Pokémon a fait gentiment comprendre à l'industrie du jouet qu'il venait d'entrer dans une nouvelle ère. Le jouet moderne, c'est avant tout des licences. Et Lego, le problème c'est qu'à l'époque, ils n'en ont pas. Ils essayent alors d'en créer et ça fonctionne pas. Le conseil d'administration de Lego America se réunit alors. Et bien évidemment, c'est l'ancienne école. Ils ne comprennent plus les tendances actuelles, et c'est un certain Peter Ayo qui propose l'idée suivante. Pourquoi pas nous allier à Star Wars pour une nouvelle gamme ? En effet, en vue de sa prochaine trilogie, George Lucas cherche des entreprises de jouets pour le merchandising. Lego envoie donc une proposition à Lucasfilm qui est acceptée dans la foulée. Et chez Lego, la personne qui sera en charge de ce projet sera Jill Wilfert. Paradoxalement, l'idée du partenariat avec Star Wars ne ravit pas tout le monde dans l'entreprise. En effet, le public de Lego, c'est les enfants. Mais le problème, c'est pas eux, là. Non, c'est la réaction des parents. En Europe, le plus gros marché, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un marché très conservateur, ce qui amène très souvent à la censure dès qu'un truc les dérange un peu. Et Jill va se battre bec et ongle pour faire accepter le partenariat par le groupe. Pendant ce temps-là, dans les bureaux de l'agence publicitaire Advance, Chris Faber travaille sur son bureau. Lego est l'un des principaux clients de cette agence, et Advance s'occupe de la création de packaging et d'affiches publicitaires pour eux. Et tandis qu'il observait des pièces de Lego technique, il eut une idée. Et si ces pièces pouvaient prendre vie sous forme de personnages humanoïdes. Il propose un premier jet qui s'appelle Cybots. En gros, c'est des figurines Lego mélangées à des pièces moulées en argile. Et regardez-moi ça sérieux, c'est pire que Galidor. Cependant, le projet ne sera pas retenu, pour des raisons évidentes, mais l'idée de l'action figure est gardée par Lego. Et Lego charge Chris de les développer. Et donc, Chris et son équipe travaillent sur son projet dérivé des Lego Technics. Et vous voyez déjà de quoi je parle. Fire Slicer, voici ta mission. Accumuler les cristaux d'énergie, résister aux attaques de Rock Slicer. Bonne chance, Fire Slicer. Hein ? Vous parliez pas de ça, d'accord. Pardon, autant pour moi. Ce truc est sorti en 1999. Ça se vend bien, 100 millions de dollars de recettes la première année, et honnêtement, c'est un miracle que ça ait fonctionné. En effet, lors de la sortie des Slicers, tout Lego Group se ronge les ongles. Il faut comprendre que ce produit est si différent de l'habitude de Lego qu'il est normal d'avoir quelques incertitudes dessus. Le concept, c'est simple. C'est littéralement le Megazord de Power Rangers. Plein de trucs qui fusionnent pour en donner un gros et surpuissant. Et donc, il faut tous Les attraper, être le plus déterminé. Vous avez compris, c'est pour faire du pied à Pokémon. Ils poursuivront en lançant Robo Rider.
Le concept est simple, plusieurs personnages à collectionner, que l'on peut assembler ensemble comme un Megazord et... J'ai une impression de déjà vu. Mais attendez, on est loin d'avoir fini avec les répétitions. Mais bon, ces derniers se sont terriblement vendus, et vous vous en doutez, ils seront enterrés par Lego. Au-delà de ça, cette expérience a permis de confirmer une chose. Lego et les action figures, il y a peut-être un truc à en tirer. Donc suite à cette expérience avec les Slicer et les Robo Rider, Lego a bien compris que faire des action figures avec des pièces techniques, ça pouvait se montrer très rentable. Mais on voit bien qu'on est dans une nouvelle ère du jouet. Si tous les projets se plantent un par un, c'est bien car elles ne portent rien avec elles. Pas d'histoire, pas de mythologie, pas de matière à réfléchir. Donc on demande à Chris un univers complet et palpable. Le nom du projet, Bones Heads of Voodoo Island. Le concept est nouveau pour Lego, et donc quand c'est nouveau, ça fait peur. Et Lego donnera un petit budget pour Chris et ses équipes. Il préfère miser en interne sur un autre projet. D'autant plus que la direction artistique du projet va aux antipodes des styles actuels de jouets. En effet, Voodoo Heads sera inspiré de la culture maori, que ce soit les gravures ou les dessins et même des îles de Pâques, mais aussi dans les noms. Et le concept des figurines, ce serait que quand ils peuvent se battre, et en se battant, ils pourraient perdre leur tête, si on frappe assez fort. Cependant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tout ça c'est nouveau pour Lego. Alors imaginez leur tête quand on leur annonce que le projet a une DA complètement originale et que le but c'est de se taper dessus. Lego va alors leur dire stop, et l'équipe va devoir recommencer le travail du début. Ils garderont tout de même l'esthétique globale maori et des îles de Pâques. Et une idée vient alors à Eric Kramer, les masques. C'est ça qui va faire que ce jouet plus qu'un autre. C'est ça qui fera la différence. Alors on remanie la formule, on revoit les figurines, et maintenant, il faut trouver un nom. On a eu le droit à Bionites, Evoids ou encore Afterman. Mais finalement, le dévolu de l'équipe sera jeté sur Biological Chronicle, qui, si on le raccourcit, donne Bionicle, find the power, live the legend. Le souhait était simple. L'univers devait se détacher de la Terre, sans trop être méconnaissable, et devait se situer dans une temporalité imprécise. Est-ce le passé? Est-ce le futur? Nul ne le sait. Car l'une des choses fascinantes avec Bionicle, c'est ce mélange de primitif et de futurisme, mais surtout, sa conception de la vie elle-même. Et c'est notamment dû au passé de notre cher Chris. Il faut savoir qu'il a alors de gros problèmes de vue. Et là vous me direz que vous aussi, et que ça vous a pas tué, sauf que lui il a une tumeur, derrière l'œil, à une zone très spécifique qu'on peut pas atteindre. Chris a donc un traitement pour empêcher la tumeur de grossir, mais quand il apprend ça, il est dévasté. D'autant plus que le traitement en question l'épuise, et il ne peut pas travailler comme il le souhaite. Et il se questionne sur la vie, son sens, mais notamment sur un point, la complexité de notre corps humain. Très honnêtement, je connais aucun jouet qui aura essayé de faire une histoire comme celle de Bionicle. Et en parlant d'histoire... Il était une fois une île nommée Matanui. L'esprit bienveillant du monde était plongé dans un sommeil profond. Tant que le grand esprit dormait, l'ombre s'étendait, menée par Makuta, le maître des ténèbres. Une ancienne prophétie parlait de 6 héros, qui chasseraient l'obscurité et ramèneraient la lumière en ce monde. Un jour, 6 étoiles tombèrent du ciel, et de ces coques brisées sortirent des guerriers sans mémoire. Ils ne savaient pas qui ils étaient, ni pourquoi ils étaient là. Mais chacun portait en lui un pouvoir ancien. Nos héros se nomment Toa Mata, et ils représentent chacun un élément composant Matanui. Toa Taou, le feu, Toa Gali, l'eau, Toa Kopaka, la glace, Toa Lewa pour l'air, Toa Onua, la terre, et Toa Pouta, la pierre. Les Toa viendront en aide aux Matoran, les villageois de Matanui, et ceux-ci sont dirigés par les Turaga, les sages du village. Ils font face aux Rai, la faune sauvage manipulée par Makuta, maître des ténèbres. Pour défaire le mal de ce monde, ils se mettent en quête de Kanoi, autrement dit, les masques de pouvoir. Ils parcourent alors Matanui afin d'en récupérer un maximum pour affronter Makuta. L'équipe créative de Lego et ses têtes pensantes ont vraiment créé une mythologie à l'image des mythes maoris et polynésiens. Matanui est un équivalent de Tanemauta, dieu lumière, de la forêt, et qui sépare la terre et le ciel. En gros, le monde n'est pas créé par Dieu, il est
Dieu. L'idée même des kanoi provient de l'idée que les tatouages et les masques procurent un pouvoir spirituel dans la culture maori. Bionicle, c'est bien plus de la réinterprétation que de la création pure et dure. Mais le monde est là, et tout le monde dans l'équipe sentait qu'il participait à quelque chose de plus grand qu'une simple nouvelle gamme. C'était une œuvre d'art, une licence. D'ailleurs, en parlant de licence, c'en est où avec Star Wars ? Gilles voit bien que le conseil d'administration de Lego est contre cette idée. Elle décide alors d'user de stratégie. C'est pas compliqué, en 1998, Lego a besoin d'argent. C'est leur première année où ils doivent appliquer un plan social, et ils ne peuvent pas se permettre d'énormes pertes d'argent, et donc aucune prise de risque. Gilles, lors de sa présentation, fait le choix judicieux du parler de cas de Kenner. Ah. Je vois déjà les yeux de certains s'illuminer au fond de la salle, rien qu'en entendant ce nom. Pour résumer, Kenner, c'était une petite entreprise de jouets qui n'était pas vraiment lucrative. Puis en 1977, il signe pour produire des jouets tirés d'un film. Vous connaissez peut-être An adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Ils se retrouvent en rupture totale pendant plus de 6 mois. Bref, ils avaient décroché le pactole, et Star Wars a tenu l'entreprise jusqu'à leur rachat par Hasbro en 91. Gilles, en mettant cet exemple en avant, savait qu'il pourrait séduire le côté marketing. Mais Lego, c'est aussi une philosophie. Pacifiste, du moins pour ce qu'il en reste, et de créativité. Et reconnaissez que c'est plutôt dur d'imbriquer ça avec la guerre des étoiles. Alors, il faut présenter Star Wars comme ce qu'il est. Une philosophie et un récit mythologique. Un combat pour l'équilibre spirituel, et surtout, un univers vaste où tout peut exister. On n'a pas trop de détails sur ce que Gilles a exactement dit pour rassurer le groupe en lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est que Lego signe le contrat avec Lucasfilm. Voilà. Ça, c'était la partie facile. Parce que maintenant, faut que la sortie des sets corresponde à ceux du film, c'est-à-dire dans 12 mois. Pour tout faire! Alors pour donner un exemple, le Seigneur des Anneaux, c'est 3 ans de travail pour la première vague. Et c'est une véritable course contre la montre qui va être lancée. De retour à Billund, Gilles se met à la tâche avec les designers. Et cette première expérience sera décrite d'étrange pour tout le monde chez Lego, car plusieurs choses vont changer. Numéro 1, Lego n'est plus le décisionnaire de s'ils doivent sortir ou non leurs produits. Numéro 2, ils vont devoir travailler sur un univers déjà existant et donc recréer les designs en Lego. Numéro 3, et la plus compliquée, il va falloir faire des visages d'acteurs réels. Comme le disait Antoine Binet, il n'est pas chose aisée de créer un visage pour une figurine Lego. On peut pas juste imprimer un visage d'acteur sur la figurine. Il faut qu'elle reste réaliste, mais colorée, car en effet, ça reste un jouet. Bien sûr, autre chose va s'en mêler, le décalage horaire. Imaginez, vous êtes en situation d'urgence, il y a tout à refaire, du sol au plafond, et la moindre de vos décisions doivent être reconfirmées par un type qui habite à l'autre bout du monde, entre 7 et 10 heures de décalage horaire avec vous. Et en plus, tout ça en anglais. Je vous rappelle que Lego, ils sont danois. Cela dit, c'était un détail. Tout le monde parlait bien anglais, mais le problème, c'est qu'il fallait bien tout reconfirmer pour être sûr de ce qu'il venait d'être dit. Au-delà de la nouveauté que représentait ce partenariat pour Lego, les deux entreprises se sont très bien entendues, et ont longuement discuté, partagé leur méthodologie, et la mise en valeur de leurs compétences respectives. En bref, la force de la créativité. Mais avec si peu de temps pour eux, est-ce que Lego saura se montrer à la hauteur ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Le premier set Lego Star Wars est offert durant le Toys Fair en février 1999. En gros, c'est un forum des associations, mais pour les compagnies de jouets. C'est une petite boîte tirée à environ 200 exemplaires, représentant le duel final de l'épisode 6. Mais la sortie grand public se fera en juin, et c'est un carton. Les Lego se vendent comme jamais, et ce seront plus d'1 million d'unités vendues en moins de 3 mois. Certaines régions se retrouvent carrément en rupture de stock. Les sets mis à l'honneur seront évidemment ceux de l'épisode 1, sorti la même année. Mais pas que, car Lego a aussi pensé aux plus nostalgiques avec des ensembles de la trilogie originale. Et regardons tout de suite ce que cette gamme nous a apporté comme innovation. Voici le 7112 Naboo Swamp, un petit set certes, mais qui est une véritable niche de nouveautés. En effet, on nous propose 4 figurines, et pas des moindres. La première apparition du meilleur personnage de toute la saga, Jar Jar Binks, avec la toute première tête moulée. Et même s'il n'y a pas réellement de détails,
Admirez-moi ce moule, tellement précis qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Ensuite, nous avons 2 droïdes de combat. Ici, les designers ont trouvé un compromis tellement ingénieux qu'encore une fois, aujourd'hui on l'utilise encore. D'ailleurs, c'est la figurine Lego la plus vendue de tous les temps. Et pour finir, Qui-Gon Jinn. Une première version très réussie, représentant le tout premier acteur jamais fait en Lego, Liam Neeson. Sans oublier la pièce maîtresse de cette gamme, le premier sabre laser. Son manche et le tube lame font leur première apparition ici, mais on peut le dire, c'est une véritable innovation brickastique. Les détails apportés sur le corps et le visage de la figurine arrivent habilement à lier les traits de l'acteur et ce côté joué du Lego. Et encore une fois, tout ça a été sculpté et designé par notre cher Nils Milan Penderson, celui qui avait déjà révolutionné la figurine avec la gamme pirate. Le set, quant à lui, reprend cet artwork de conception, et c'est très important de comprendre ça. Lego travaille essentiellement sur des artworks, et c'est pour ça que certains sets peuvent donner l'impression d'être hasardeux. Mais bon, même si c'est pas sur des artworks, ça reste hasardeux. Voici le 7110 Luke Landspeeder, un petit set qui néanmoins comporte 2 grands personnages, Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi. 2 figurines, encore une fois, très réussies. Ainsi que le Landspeeder, qui dans la forme est juste, mais les designers de Lego étaient daltoniens. Il est rouge le speeder de Luke, pas sable. Tu n'es pas audio plastique, tu n'es pas brick fan, reprends-toi. On va passer sur les autres sets de l'épisode 1, mais si ça vous intéresse de les redécouvrir, la chaîne de Kelton Davis l'a très bien fait. Mais je souhaite tout de même revenir sur une figurine en particulier. Une pièce d'orfèvrerie. Un niveau de détail sans précédent, il frôle la perfection. Voici, à mes yeux, l'une des meilleures figurines de tout Lego, et elle reste un classique parmi les classiques, et jamais égalée, malgré ses multiples versions. J'en profite pour parler d'un autre bijou, Dark Vador. La figurine parle d'elle-même. Le moule, les gravures, cette figurine est réellement impressionnante. En 99, c'est ça la figurine Lego lambda, et là, on est encore un cran au-dessus niveau détail. Et c'est avec brio que Lego a su brillamment adapter Star Wars et tous ses personnages dans ce monde de briques. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. R2D2 et C3PO. Voici le 7106 Droid Escape, représentant la capsule du Tantive 4 dans lequel nos 2 droïdes préférés s'enfuient. Encore une fois, beau boulot les gars. Mais il y a un petit hic. Autant R2D2 a eu le droit à sa première apparition en 99, autant là, ce set, il est sorti en 2001. Et c'est bel et bien la première apparition de C3PO. Après, son apparition tardive est facilement explicable. Quand on voit les délais serrés de production des 13 premiers sets, il fallait se douter que les équipes feraient un choix drastique sur les figurines et les moules à produire. Et donc notre cher C3PO est passé à la trappe jusqu'en 2001. D'une manière générale, les designers ont su capturer l'essence même de Star Wars dès cette première vague. Lego, sans le savoir, vient d'entrer dans une nouvelle ère. Mais bon, ça, on le verra à la prochaine trilogie de fin d'année. En attendant, retournons du côté de Chris. Avec la gifle que Pokémon a donnée à l'industrie du jouet, si Lego veut voir l'une de ses gammes prospérer, il va falloir qu'elle s'adapte. Et c'est l'une des forces de Bionicle. C'est que l'histoire de cet univers permet de s'exporter partout. Un accord est alors passé entre les équipes marketing, les designers et les écrivains. Les 3 pôles doivent être en accord sur toutes les décisions prises autour des sorties de produits. Et vous l'avez peut-être déjà compris, mais l'une des grandes forces de Bionicle, c'est aussi cette cohérence constante dans son récit. Et c'est ça qui va créer l'engouement autour de la gamme. C'est alors d'un amour sincère que toutes les équipes développent les parcelles de cet univers. En comics, tout d'abord, publié par DC Comics, nous parlons du légendaire. Ensuite, un site internet dédié à l'univers est créé, et celui-ci nous permettait de découvrir les environnements de Matanui, ainsi que les différents villages la peuplant. Il y a eu aussi des CD vendus dans des boîtes de céréales qui permettaient de voir des cinématiques mettant en scène les différents Toa à l'image des pubs qui passaient à la télé. On a aussi eu des romans écrits par Greg Farshtey dans lesquels nous pourrons découvrir un peu plus sur les différents Toa ainsi que leur succès. Mais que serait Bionicle sans ses figurines ? Voici le 8534 Tau, la plus iconique et reconnaissable des figurines Bionicle. Les détails de cette figurine sont minimes. Il possède un mécanisme dans son dos qui lui permet de donner des coups, son masque peut se retirer facilement, et c'est tout. Les designs des premiers Bionicle sont simples et assez efficaces.
On est face à un produit qui se réduit à son strict minimum, ne proposant quasi que ses fonctionnalités. Je n'ai pas grand chose à dire, à part que cet aspect amas de pièces renforce réellement le mystère autour du produit. L'étrangeté de ces figurines est tout bonnement géniale. Et de même pour le packaging. Tout comme Slicer, les figurines seront vendues dans des canettes. Mais cette forme est une référence directe aux capsules dans lesquelles les Toa arrivent sur Matanui. Aussi, leurs couleurs représentent leur élément, permettant d'identifier facilement les personnages, tout comme leur masque d'ailleurs. On va comparer avec Galidor, lequel vous attire le plus le regard. Vous me direz Bionicle, car c'est intriguant comme produit. C'est étrange, c'est original, c'est quasi mystique. Là où Galidor, c'est plat, lisse, déjà vu et mal pensé. Du moins, ce que mon regard d'enfant communique. Les chiffres de vente de Bionicle sont alors colossales à leur sortie. Ils généreront plus de 150 millions de dollars de recettes leur première année. Et au terme de la gamme en 2010, ce sera plus de 190 millions de figurines Bionicle qui se seront vendues dans le monde. Avec un peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ces figurines. Et demandez à n'importe qui ayant eu ces jouets étant petit, ils ne vous parleront que d'une chose, l'histoire. Et si là vous vous demandez pourquoi il n'y a pas d'onglet Histoire qui s'affiche, c'est simple, je ne compte pas en parler. Tout simplement parce que, il y en a vraiment pour 10 heures, et c'est pas une blague. Après, il y a plein d'autres chaînes spécialisées qui l'ont fait, donc n'hésitez pas à aller vous documenter dessus. Mais en tout cas, je compte bien parler d'une chose qui a marqué absolument tout le monde. Le film Bionicle, le masque de lumière. In the time before time, far beyond all you imagine, there is an island paradise where legends are real. Bionicle, le masque de lumière, est un film sorti en 2003. Celui-ci est une petite révolution en soi-même. D'une part, c'est le premier film Lego de l'histoire, et de deux, il est intégralement en 3D CGI. Et pour l'époque, ce n'est pas rien. Une sortie d'un film 3D de qualité en 2003, c'est encore un événement pour l'époque. Et surtout, le film est vraiment bien. Avec la mythologie proposée par Bionicle, le film reste sérieux, se laissant quand même une certaine dose de légèreté. Il est fait avec soin et respect. Et autre chose, c'est pas qu'une pub qui prend ses consommateurs pour des débiles. Résultat des courses, même si le film n'est pas sorti en salle, c'est un carton total à l'international. Son budget de production était de 5 millions de dollars, et il en a rapporté... Non, je plaisante, on n'a pas de chiffres sur les ventes de DVD. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été rentable à la pire période financière de Lego. Si je vous parle de ce film, ce n'est pas pour en faire une analyse détaillée ou encore rentabiliser mon prêt étudiant, non, là c'est pour parler stratégie commerciale. On va comparer deux productions Lego de l'époque, Galidor et Bionicle. Je vais pas refaire ma partie 2, donc en résumé, Galidor c'est un show télévisé, des figurines Lego, des jeux vidéo, un site internet et des bandes dessinées. À côté, on a Bionicle. On nous propose des films, des figurines Lego, des jeux vidéo, un site internet et des bandes dessinées. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de différence, à l'exception d'une, leur date de sortie. Bionicle sort en 2001, avec tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début de la vidéo. Galidor, c'est en 2002. Bionicle a eu un coup d'avance, mais en vérité, les deux auraient pu coexister. La vraie raison de l'échec de Galidor, c'est celle-ci. Acheter Bionicle, c'est obtenir une clé de compréhension d'un monde qui nous dépasse. Galidor, c'est du merchandising générique d'une série qui l'est tout autant. Ce film a permis une toute nouvelle manière d'exporter du Lego, le cinéma, en collaboration avec Universal, puis Warner Bros. À partir de 2010. Mais on garde ça pour un prochain épisode. Je vous le rappelle au cas où, mais en 2003, Lego est en déficit d'environ 300 millions de dollars. Et même si Bionicle et Star Wars se montrent rentables, et prouvent que l'entreprise peut être encore attractive, ce n'est pas suffisant. Mesdames et messieurs, il est enfin temps pour moi de vous révéler ce qu'il y a vraiment sauvé Lego. On entend à tort aujourd'hui que Lego aurait été sauvé par Bionicle et Star Wars. Et c'est en partie vrai, mais ce n'est pas la raison qui les a sauvés. La vraie raison, c'est leur restructuration. Après l'échec cuisant de Galidor, c'est la goutte de trop. Toutes leurs tentatives de rencontrer à nouveau le succès se sont montrées inefficaces et ont même coulé l'entreprise. Les deux seules choses à avoir fonctionné en quasi 10 ans, c'est Star Wars et Bionicle. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi ces gammes en particulier, vous plaisent-elles autant ? Parce qu'elles vont à l'essentiel. Ce sont des jouets. Quand on les voit, on va à l'essentiel. Ça, c'est une figurine de robot mystérieuse, et ça, c'est une scène de mon film de SF préféré. On se pose pas de questions, c'est simple.
et ça laisse place à notre imagination. Et c'est pour cette raison qu'on y est attaché. En cette année 2003, voici le mot d'ordre. On retourne à l'essentiel. Plus de Galidor, de confection compliquée ou quoi que ce soit. Non, on enrichit ce qui existe déjà en utilisant ce qui existe déjà, et autant que possible. Pour redresser l'entreprise, d'un point de vue purement industriel, 3 décisions sont appliquées. 1. Standardisation des pièces. Suppression de certaines pièces, retour à la modularité. Au niveau des équipes créatives, elles seront beaucoup moins nombreuses. Mieux suivies, avec des délais plus courts afin de valider les projets plus rapidement. Ensuite, Lego voulait avoir la main sur tout. Les jeux vidéo, les séries, les films, en ouvrant un tas de branches en interne, c'est fini. Maintenant, Lego collabore avec d'autres sociétés. Ce sont des fabricants de jouets et pas Hollywood. Le problème depuis le départ, ce sont les décisions prises par Cage, très émotive dans ses choix, acceptant trop de projets à la fois, sans trop de réflexion. C'est une entreprise familiale, et donc on choisit en fonction de principes, et non en fonction d'évolution de marché. Ce qui, inévitablement, nous amène à la situation de crise de 2003. Cage est donc sous pression. Avec tant de dettes, son consultant financier, Jörgen Vig Knutstorp, lui annonce que le problème de Lego, ce ne sont pas ses produits, mais son modèle économique. Après ce diagnostic, Cage démissionne et laisse la place à Jörgen afin de remettre le groupe à flot. À partir de là, Lego va se sortir de cette situation à coup de discipline financière, une logique industrielle et notamment des décisions pragmatiques. La gamme n'est pas rentable, alors on l'arrête. Les parcs Legoland coûtent trop cher, alors on les vend. C'est une discipline qui va les sauver de la faillite, car si Cage n'avait pas pris la lourde décision de déroger à la tradition familiale, Lego n'existerait plus aujourd'hui. Cependant, la famille Christiansen est encore dans l'entreprise. Ils s'assurent tout de même de l'indépendance de Lego. Aujourd'hui, la dette de Lego s'élève à 75 millions d'euros. Pour une entreprise de cette taille, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de son fonctionnement et toutes les entreprises ont une dette plus ou moins significative. Maintenant, on peut enfin passer à la conclusion de cette série. Bionicle et Star Wars ont à jamais marqué les esprits. L'un pour sa mythologie qu'il a su transmettre, et l'autre pour les aventures et les moments qu'il a pu créer entre plusieurs générations. Bionicle s'arrêtera malheureusement en 2010, en partie à cause du lore devenu trop vaste, trop dense, étalé sur plus de 10 ans. Star Wars, de son côté, connaîtra une baisse significative de qualité en tant que jouet, et la hausse des prix le range officiellement dans un objet de collection à l'heure actuelle. Et apparemment, c'est pas prêt de s'arrêter. Chris, lui, se retirera progressivement de Bionicle à partir de 2004. Il deviendra écrivain, mais sans briques cette fois-ci. Et quant à Jill Wilfert, elle sera chargée de tenir les relations entre Lucasfilm et Lego. Elle dirigera aussi toutes les gammes à licence par la suite. Et une chose est sûre, ils font bel et bien partie des briques de l'histoire. Quand j'ai commencé cette série, beaucoup de gens m'ont posé cette question. Pourquoi ce titre? Pourquoi la mort de Lego? Eh bien la raison est simple. Lego est littéralement mort. Les 3 règles d'origine ont été franchies, et la famille Christiansen ne tient même plus l'entreprise. Alors oui, Lego est mort. Lego de Hall Christensen est mort. Mais en même temps, comment survit-on? Eh bien en s'adaptant. Et Lego, avec son attachement aux valeurs familiales et aux traditions, ne s'attendait pas à changer à ce point-là. La chute a été violente, mais Lego a su se relever. Pas tout à fait le même, pas exactement avec les mêmes valeurs, mais Lego a survécu. Et ça s'est joué de peu. Aujourd'hui, Lego continue de sortir des boîtes, et génère plus de 2 milliards de bénéfices annuels. Et vu leur prix, c'est vraiment pas étonnant. Dans cette série, le message le plus important à mes yeux, c'est celui-ci. Il faut savoir tomber, mais surtout se relever. Car paradoxalement, même si toutes ces gammes n'ont vraiment pas marché, aujourd'hui encore, nous sommes intrigués par ce qu'elles représentent et ce qu'elles peuvent susciter en nous, rien qu'en les regardant. Même les échecs d'hier peuvent devenir la richesse d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que Lego recommence à se perdre. Enfin, j'espère me tromper. Mais malheureusement, avec la Smart Brick et tous les signes avant-coureurs, il me semble que nous rentrons dans une nouvelle période sombre de Lego. Plusieurs choses. D'abord, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, d'autant plus pour une vidéo sur Lego, mais merci quand même de l'avoir regardée. J'ai essayé de mettre un maximum d'éléments, d'informations que j'ai pu trouver au fil de mes recherches dans ces vidéos. Et j'espère que ça vous a éclairé ou ça vous a appris des trucs. Et pas que sur l'histoire de Lego. Je remercie aussi les presque 2500 personnes qui me suivent à l'heure actuelle, en espérant que notre aventure continue encore longtemps. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien sachez qu'un épisode comme ça sort tous les mois, pas d'1 heure, plutôt de 15-20 minutes, mais voilà,
N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, et bien évidemment, de me soutenir sur Tipeee si vous voulez voir cette émission prospérer. Voilà, je pense que j'ai un peu trop parlé pour une conclusion, d'autant plus que je pense pas que vous ayez encore la force de m'écouter après 1 heure. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie chaleureusement. Construisez l'avenir. C'était Evie. Ciao! Oh, I got spurs that jingle, I got spurs that jingle, as I jangle, go jingle. riding merrily. As I go riding merrily And they along. sing, oh, ain't you glad And you're they sing, single? oh, ain't you glad that And you're it's